Ils l'ont laissé dans la neige avec un nouveau-né qui n'était pas le sien et un rejet qui brûlait encore dans ses veines. Serafina n'avait pas de loup, pas de compagnon, pas de meute, seulement un minuscule nourrisson aux yeux d'argent qui hurlait contre le froid. Les derniers mots de l'alpha Dominique résonnaient dans son crâne. Aucune créature sans loup ne mérite de respirer le même air que ma lignée. Il ne savait pas que l'enfant qu'elle berçait était l'héritier volé du roi Lycaon, et il ne savait pas que le roi Lycaon était déjà en chasse. Le feu de cérémonie projetait des ombres cuivrées sur la cour pavée du camp de la meute d'Ashwood. Serafina pouvait sentir sa propre peur, aiguë, métallique, comme une pièce de monnaie tenue trop longtemps dans un poing fermé. Autour d'elle, 300 loups se tenaient en silence. Leurs yeux brillaient d'ambre et d'or sous la lune d'hiver. Elle était la seule dont les yeux restaient obstinément, définitivement humains. Sans loup. Ce mot l'avait suivi depuis l'enfance, murmuré dans les couloirs, craché sur les terrains d'entraînement, gravé dans le cadre en bois de son lit dans les quartiers des serviteurs de la meute. À 22 ans, Serafina avait appris à porter ce mot comme une pierre dans sa poitrine. Une pierre lourde mais familière. Elle avait appris à s'incliner quand les alphas passaient, à garder le regard bas, à se faire si petite que le monde pourrait oublier son existence. Mais ce soir, l'alpha Dominique l'avait convoqué devant toute la meute. Et Dominique ne convoquait jamais personne par bonté. Il se tenait sur l'estrade de pierre surélevée, grand et large d'épaules. Ses cheveux sombres étaient plaqués en arrière, dégageant un visage qui aurait pu être beau si la cruauté n'en avait pas aiguisé chaque ligne. Sa compagne, la Luna Vivienne, était assise à côté de lui sur une chaise en chêne sculptée. Ses lèvres étaient peintes en rouge, son expression était celle de l'ennui. Entre eux, sur un autel de fortune drapé de soie noire, reposait un paquet si petit qu'on aurait pu le prendre pour une couverture pliée. Mais ce n'était pas une couverture. C'était un bébé. Serafina avait entendu les rumeurs. 3 jours plus tôt, une louve solitaire était entrée en titubant sur le territoire d'Ashwood, à moitié morte et entièrement transformée, portant un nourrisson dans sa gueule. La louve était morte avant l'aube. Empoisonnement à l'argent, avaient dit les guérisseurs, le genre qui provenait d'armes forgées par les Lycans. Le nourrisson avait survécu. Un garçon, âgé d'à peine 1 semaine, avec une touffe de cheveux sombres et des yeux de la couleur du mercure liquide. Personne dans la meute d'Ashwood n'avait des yeux comme ça. Serafina. La voix de Dominique roula sur la cour comme le tonnerre sur une plaine. Un ordre d'alpha y était mêlé, et même sans loup, elle sentit la pression s'exercer sur son sternum, forçant son menton à s'abaisser. « Avance-toi !» Elle obéit. Les dalles étaient froides sous ses pieds nus. Les serviteurs ne recevaient pas de bottes avant le premier vrai blizzard, et le gel de ce soir n'avait pas encore été jugé assez sévère. Elle sentait 300 regards la suivre, certains apitoyés, la plupart méprisants. Une file sans loup convoquée par l'alpha. Rien de bon ne pouvait suivre. Dominique descendit 2 marches et son odeur la frappa. Résine de pain, fumée de bois, dominance. C'était l'odeur de tous les cauchemars qu'elle faisait depuis son enfance. Il atteignit l'autel, souleva le paquet de soie d'une main et tendit le nourrisson vers elle comme s'il offrait de la viande avariée. « Cette créature, dit-il, sa voix portant jusqu'à chaque recoin, a été laissée sur nos terres par une solitaire mourante. Elle n'est pas réclamée, elle n'est pas désirée. » Sa lèvre se retroussa. Elle put le sang de Lycaon. Un murmure parcourut la foule. Lycaon. Le mot avait du poids, un pouvoir ancien, de vieille rivalité. Le genre de sang qui pouvait commander des armées entières de métamorphes. La lignée du roi Lycaon était de sang royal dans le monde des métamorphes, et la royauté n'abandonnait pas ses petits dans les meutes frontalières, sauf si quelque chose de terrible s'était produit. « Je n'abriterai pas un bâtard de Lycaon dans ma meute, » continua Dominique. Il poussa le paquet vers Serafina et elle le rattrapa instinctivement. Ses bras s'enroulèrent autour du poids fragile du nourrisson. Le bébé remua, gémit, puis se blottit contre sa poitrine, comme s'il avait attendu précisément ce battement de cœur pour y coller son oreille. Quelque chose se brisa en elle. Une chaleur, une attraction. Pas le lien de compagnon dont elle avait lu la description dans les vieux textes de la meute. C'était différent, plus profond en quelque sorte, plus ancien. « Tu es par la présente rejetée de la meute d'Ashwood, » dit Dominique,
et sa voix prit la cadence formelle de la loi de la meute, chaque mot une lame. Séraphina, servante sans loup, je romps tes liens avec ce territoire, cette famille, ce sang. Tu n'es plus une Ashwood. Le lien, aussi fin et effiloché qu'il ait toujours été, se rompit. Une douleur la transperça, brûlante, comme un membre fantôme qu'on arrache. Elle haleta, serrant le bébé plus fort. Autour d'elle, la meute expira comme un seul homme, une libération collective de quelque chose qu'il retenait depuis sa naissance. Le soulagement. Ils étaient soulagés de se débarrasser d'elle. Prends le rejeton du Lycan, dit Dominic en lui tournant le dos, et pars avant que je ne perde patience. Lunavivi en examinait ses ongles. Séraphina se tenait dans la cour, pieds nus sur la pierre gelée, tenant un bébé qui n'était pas le sien, avec les extrémités coupées d'un lien de meute saignant dans sa poitrine. Le feu de cérémonie crépitait et sifflait. Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne la regarda même. Elle se tourna et marcha vers la lisière des arbres. Dans ses bras, le bébé ouvrit ses yeux d'argent et la regarda avec une expression d'une confiance impossible. Michel n'avait rien. Pas de loup, pas de meute, pas de chaussures. Mais elle l'avait, lui. Et quelque part, au fond des anciennes forêts au-delà de la frontière, quelque chose de vaste et de puissant leva la tête et commença à chasser. La forêt l'avala tout entière. Séraphina marcha jusqu'à ce que la lumière du feu du camp d'Ashwood ne soit plus qu'un vague souvenir orangé derrière les arbres. Puis, elle marcha encore plus loin. Le bébé, qu'elle avait commencé à appeler Kit dans son esprit parce qu'il était petit et féroce et se blottissait contre elle comme un renardeau, ne faisait aucun bruit. Il respirait régulièrement contre sa clavicule, son petit poing agrippant le col effiloché de sa tunique de servante. Comme s'il comprenait, à un niveau primal, que lâcher prise signifiait de la mort. Le froid était une chose vivante. Il rampait sous sa peau, s'installait dans ses articulations, transformait son souffle en fantôme blanc qui se dissolvait avant d'atteindre la canopée. Ses pieds étaient engourdis depuis 3 kilomètres, et elle sentait la peau se fendre sur ses talons là où le sol gelé coupait comme du verre. Le sang marquait son chemin, une piste que n'importe quel prédateur pouvait suivre. Et dans ces bois, il y avait toujours des prédateurs. Elle trouva le chêne creux par accident et en trébuchant dedans quand ses jambes cédèrent. L'arbre était ancien, son tronc fendu assez largement pour abriter 2 adultes. Son intérieur était tapissé de feuilles sèches et des restes desséchés du nid d'un animal. Ça sentait la pourriture et la vieille pluie, mais c'était à l'abri du vent. Et en ce moment, être à l'abri du vent signifiait la survie. Séraphina s'enfonça dans le creux, pressa son dos contre la paroi intérieure et installa Kit contre sa poitrine. Elle prit la soie noire de l'autel, la seule couverture qu'elle avait, et l'enroula autour d'eux deux. Elle était fine, destinée à la cérémonie, pas à la chaleur, mais c'était quelque chose. « Je vais te garder en vie », chuchota-t-elle à Kit. Sa voix était stable, et cela la surprit. Tout en elle tremblait, la douleur fantôme du lien rompu, le froid, la terreur. Mais sa voix tenait bon. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Kit cligna de ses yeux de mercure et bâilla. Elle ne dormit pas, ne pouvait pas. Chaque son dans la forêt était une menace. Le craquement d'une branche, le hurlement lointain d'un loup solitaire, le bruit de quelque chose de petit et de paniqué qui filait dans les sous-bois. Sans les sens d'un loup, elle était presque aveugle dans le noir, ne comptant que sur son ouïe pour cartographier les dangers autour d'elle. À un moment de la nuit, elle l'entendit. Un hurlement qui n'était pas un hurlement. Il était plus profond, plus riche, avec des harmoniques qu'aucun loup ordinaire ne pouvait produire. Il résonna dans ses os, vibra dans ses dents, fit se raidir le petit corps de Kit, puis se détendre, comme si le son lui-même était une berceuse écrite dans une langue que seul son sang comprenait. Lycan. Séraphina s'enfonça plus profondément dans le chêne creux et retint sa respiration. Le son revint, plus proche maintenant, et avec lui une pression. Pas la force brute d'un ordre d'alpha, mais quelque chose de plus ancien. Le poids de vieilles montagnes, l'attraction des eaux profondes. Ça n'exigeait pas la soumission, ça existait simplement avec une telle autorité que tout le reste se pliait autour. Puis il passa. La forêt expira. Quelque part au nord,
Des arbres gémirent alors que quelque chose de massif se déplaçait à travers eux sans ralentir. Kit dormait. L'aube vint, grise et réticente, s'infiltrant à travers la canopée en minces filets incolores. Le corps de Serafina était un catalogue de douleurs. Pieds crevassés, muscles raides, la douleur sourde de la faim qui s'accumulait depuis le repas unique de la veille, un bouillon et du pain dur. Mais Kit devait manger, et elle n'avait rien à lui donner. Elle déchira une bande de la soie de l'autel, la trempa dans la rosée qui s'était accumulée sur l'écorce intérieure du chêne, et la pressa contre les lèvres de Kit. Il la suça faiblement, n'obtint rien de substantiel et se mit à pleurer. Un son fin et aigu qui transperça le silence du matin comme une lame. Chut, chut. Elle le berça, arpentant le petit creux, ses pieds nus laissant des empreintes sanglantes sur les feuilles sèches. Je sais, je sais. Elle devait trouver de l'eau, de la nourriture, un abri qui ne soit pas un arbre pourrissant. Elle devait trouver une communauté, humaine ou métamorphe, qui pourrait accueillir une femme sans loup et un nourrisson orphelin. Elle devait, dans le sens le plus fondamental et le plus désespéré, survivre. Mais d'abord, elle devait arrêter le saignement de ses pieds, car l'odeur du sang dans ses bois était une cloche pour le dîner. Elle déchira d'autres bandes de la soie. Elle devenait un vestige en lambeaux de ce qu'elle avait été. Elle les enroula autour de ses pieds. Le tissu était glissant et peu pratique, mais il couvrait les plaies ouvertes. Elle glissa Kit dans l'écharpe improvisée qu'elle avait confectionnée contre sa poitrine et sortit du chêne creux. La forêt de jour était différente de la forêt de nuit. Toujours menaçante, mais navigable. Elle pouvait voir le terrain maintenant, les crêtes et les creux, les lits de ruisseaux gelés qui pourraient mener à de l'eau courante. Elle pouvait voir aussi les traces, d'énormes empreintes de pattes enfoncées profondément dans la terre durcie par le gel. Chacune était de la taille d'une assiette. Elles venaient du sud, de la direction du territoire d'Ashwood, et tournaient vers le nord, suivant le même chemin que le hurlement du lichen de la nuit précédente. Serafina fixa les empreintes. Quiconque, ou quoi que ce soit, les avait faites était en chasse. Les traces étaient déterminées, espacées régulièrement. La démarche d'un prédateur qui savait exactement où il allait, et au centre d'une empreinte énorme, à moitié enfoncée dans la boue, se trouvait un petit objet qui captait la lumière du matin. Une pièce d'argent, pas plus grande que son ongle de pouce, frappée d'un croissant de lune et d'une couronne d'épines. Le sceau royal du roi Lycon. Elle la ramassa. Elle était chaude, incroyablement chaude, comme si elle avait été au soleil pendant des heures, au lieu de reposer dans la boue gelée. Le métal vibrait faiblement contre sa paume, une vibration si subtile qu'elle aurait pu l'imaginer. Kit arrêta de pleurer. Il devint complètement, totalement immobile dans l'écharpe, ses yeux d'argent fixés sur la pièce, comme si c'était le visage de quelqu'un qu'il reconnaissait. Sa petite main se tendit vers elle, et quand Serafina l'abaissa assez près pour qu'il la touche, ses doigts se refermèrent là-dessus, avec une force bien trop grande pour un nourrisson d'une semaine. Et il sourit. Serafina ferma sa main sur la sienne, sur la pièce, et prit une décision. Elle suivrait les traces, non pas parce qu'elle faisait confiance à ce qui les avait faites, mais parce que dans une nature sauvage pleine de choses qui voulaient la tuer, le Lycan était la seule créature qui pourrait avoir une raison de ne pas le faire. Elle commença à marcher vers le nord. Derrière elle, invisible dans l'ombre de la lisière des arbres, des yeux ambrés la regardèrent partir, puis se tournèrent vers le sud, courant vers Ashwood avec un rapport pour l'Alpha Dominic. L'erreur de Dominic n'était pas la cruauté. La cruauté était un outil, et il le maniait avec la précision d'un homme qui comprenait que la peur était la monnaie la moins chère dans le monde des métamorphes. Son erreur était l'ignorance. L'ignorance arrogante et profonde d'un homme qui n'avait jamais pris la peine d'apprendre ce qu'était réellement un rejeton de Lycon. Il reçut le rapport de l'éclaireur à midi, debout dans son bureau avec un verre de bourbon et un sourire satisfait. La file sans loup se dirigeait vers le nord, suivant des traces. Bien. Qu'elle marche jusqu'au territoire de Deadwood, où les solitaires finiraient ce que le froid avait commencé. Un embarras de moins, un rappel de moins que sa meute avait autrefois abrité quelque chose de brisé. « Et le nourrisson ?» demanda-t-il en faisant tourner son verre. L'éclaireur, un bêta maigre et nerveux nommé Corvan, se balançait d'un pied sur l'autre. « Toujours en vie, Alpha. Elle le porte vers le nord. »
Vers la frontière Lycan? Oui, Alpha. Le sourire de Dominique ne faiblit pas. Laisse-la faire. Si les Lycans trouvent leur bâtard, ils seront trop occupés avec la fille pour nous déranger. Il vida son verre, disposé. Corvin hésita. Il était jeune, à peine passé sa première transformation, et il portait la malédiction particulière de l'intelligence dans une meute qui récompensait l'obéissance plutôt que la pensée. Alpha, la pièce. Quelle pièce? Elle a trouvé quelque chose dans les traces, une pièce d'argent. L'équipe d'éclaireurs n'a pas pu la voir clairement, mais elle avait des marques, de vieilles marques. Dominique fit un geste de la main. Des babioles. Les solitaires laissent tomber des choses. Ça ne veut rien dire. Ça voulait tout dire, mais Dominique ne l'apprendrait que 3 jours plus tard. Et d'ici là, l'erreur se serait métastasée en quelque chose qu'il ne pourrait pas enlever. Serafina, pendant ce temps, commettait une erreur de son propre chef. Elle marchait depuis 6 heures, suivant les traces du Lycan vers le nord à travers une forêt de plus en plus dense. Kit avait été silencieux, inhabituellement silencieux. Ses yeux d'argent ouverts, suivant la canopée comme s'il comptait les branches. La pièce reposait, chaude dans sa poche, un bourdonnement constant contre sa cuisse. Elle était si concentrée sur les traces, si déterminée à suivre le seul fil d'espoir dans un paysage sans espoir, qu'elle ne remarqua pas le changement d'odeur. Sans loup, son nez était humainement terne, capable de détecter seulement les signaux olfactifs les plus larges. Le feu, la décomposition, l'ammoniaque piquant des marques d'urine. Elle ne pouvait pas sentir la frontière territoriale qu'elle venait de franchir. Mais les loups qui vivaient d'ici pouvaient la sentir. Ils se matérialisèrent depuis les arbres comme de la fumée, 5 d'entre eux, tous en demi-transformation. Leur corps s'étirait dans l'entre-deux grotesque entre l'humain et le loup. Yeux jaunes, peau cicatrisée, la puanteur indubitable des loups solitaires qui avaient abandonné la loi de la meute et survivaient par la seule violence. Leur chef était un mâle massif avec une mâchoire qui avait été brisée et mal ressoudée, donnant à son visage une expression de grognement permanent. Il se mit sur le chemin de Serafina et inhala profondément, ses narines se dilatant. « Sans loup », dit-il, et le mot dégoulinait du même mépris qu'elle avait entendu toute sa vie, mais teinté maintenant de quelque chose de pire. La faim. Et pourtant un petit. Il pencha sa mâchoire abîmée. Quelle meute jetterait une mère et son jeune? « Il n'est pas à moi, dit Serafina, et le regretta immédiatement. Dans les terres des solitaires, un nourrisson non attaché était une monnaie d'échange. Quelque chose à rançonner, à échanger, à utiliser. Les yeux jaunes du chef se rétrécirent. Il se pencha plus près, reniflant Kit, et tout son corps se raidit. Quelque chose traversa son visage brisé. Pas de la reconnaissance exactement, mais de l'instinct. L'instinct territorial profond d'un loup rencontrant une lignée si loin au-dessus de la sienne que son corps réagit avant que son esprit ne puisse suivre. « Lycan », souffla-t-il. Les autres solitaires s'agitèrent. 2 d'entre eux firent un pas en arrière involontaire. Un troisième se mit à moitié accroupi, pas tout à fait en soumission, mais presque. Le chef ne recula pas. Il était trop loin pour que l'instinct l'emporte sur la cupidité. Un petit Lycan, le petit du roi Lycan si les rumeurs du Sud étaient vraies, valait plus qu'un territoire, plus qu'une meute. Un petit Lycan était un levier contre le métamorphe le plus puissant de l'hémisphère nord. « Donne-moi l'enfant, dit-il. »« Non. » Le mot sortit avant que Serafina ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse calculer les chances ou peser la survie contre le sacrifice. Il venait du même endroit qui s'était brisé dans la cour lorsque Kit avait été placé pour la première fois dans ses bras. Cette chose profonde, ancienne, sans nom, qui ne se souciait ni des loups, ni du pouvoir, ni de l'arithmétique brutale du monde des métamorphes. Le chef la frappa, pas avec un poing, mais avec un revers de griffe qui l'attrapa à la tempe gauche et l'envoya tournoyer contre un tronc d'arbre. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux. Le sang coula sur le côté de son visage, chaud et immédiat, son goût métallique remplissant sa bouche. Kit hurla. Un vrai hurlement, pas le mince cri de faim, mais un gémissement à pleine gorge qui fit trembler l'air. Et la forêt répondit. Pas les arbres, pas le vent. Quelque chose sous les arbres, sous le vent, sous la terre gelée elle-même. Une vibration qui commença dans le sol et monta à travers les os de Serafina. À travers les racines de chaque arbre,
dans un rayon d'1 mile, à travers la moelle de chaque créature vivante assez proche pour la sentir. Les solitaires se figèrent. Le chef leva les yeux. Du nord, se déplaçant à une vitesse qui défiait la physique de sa taille, une forme émergea des ombres entre les pins anciens. Il était en pleine transformation. Un loup, mais pas un loup. Il était trop grand, trop parfaitement proportionné, trop saturé de ce genre de pouvoir qui donnait à l'air lui-même un goût de fer et d'ozone. Sa fourrure était noire, si profondément noire, qu'elle semblait absorber la faible lumière d'hiver. Ses yeux étaient de la teinte exacte du mercure liquide de Kit, un argent si brillant qu'il brûlait. Le roi Lycan, il ne grogna pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était un commandement qui contournait entièrement le langage et parlait directement au cerveau reptilien. À la partie de chaque loup qui se souvenait de ce que c'était que de se tenir devant quelque chose qui existait avant les meutes, avant les territoires, avant même que le concept d'alpha n'ait été nommé. Les solitaires s'enfuirent, tous sauf le chef, qui resta paralysé, sa mâchoire brisée pendante, ses yeux jaunes fixés sur le roi Lycan avec le regard vitreux et fixe d'une proie qui a réalisé trop tard qu'elle est déjà morte. Le roi Lycan franchit la distance en 2 foulées. Ce qu'il fit fut pire. Il le regarda, soutint son regard pendant 3 secondes et poussa. Pas physiquement, mentalement. Tout le poids de la dominance d'un roi Lycan concentré en une seule lance de volonté ciblée. Le solitaire s'effondra. Ses jambes cédèrent, son corps devint flasque, et il s'écroula dans le gel, inconscient ou presque. Il se réveillerait plus tard, à des miles de là, sans aucun souvenir de cette clairière, et avec une terreur qu'il ne pourrait jamais nommer. Le roi Lycan se tourna, et Séraphina, saignant de la tempe, tenant d'un nourrisson hurlant, plongea son regard dans ses yeux d'argent et sentit, pour la première fois de sa vie, qu'elle était vue. Il se transforma devant elle. La transformation n'avait rien à voir avec les transformations violentes et craquantes dont elle avait été témoin chez les loups d'Ashwood. Il n'y avait pas de bruit de tendons qui claquent, pas de grognement de douleur, pas d'étape intermédiaire grotesque où la chair s'étirait entre les formes. La transformation du roi Lycan était silencieuse, fluide, presque respectueuse, comme si son corps choisissait simplement une langue différente pour s'exprimer. Un instant, un loup de la taille d'un cheval de guerre. L'instant d'après, un homme. Il était grand, plus grand que Dominique d'une demi-tête, avec le genre de carrure mince et densément musclée qui parlait de vitesse plutôt que de force brute. Sa peau était d'un bronze foncé, marquée de cicatrices pâles qui traçaient des motifs le long de ses bras et de sa poitrine comme les affluents d'un vieux fleuve. Son visage était anguleux, sévère, construit autour de pommettes hautes et d'une mâchoire qui aurait pu être taillée dans la même pierre que les montagnes du Nord. Ses cheveux étaient noirs, tombant au-delà de ses épaules d'une manière qui aurait dû paraître négligée, mais qui semblait plutôt ancienne, délibérée, comme une couronne qu'il avait choisi de porter lâche. Mais ce furent ses yeux qui la retinrent, argent. Pas l'argent pâle et délavé d'un ciel nuageux. C'était du mercure en mouvement, du métal liquide qui captait la lumière de source qu'elle ne pouvait pas voir et la réfléchissait avec une intensité qui lui serrait la poitrine. Les yeux de Kit. Kit avait ses yeux. Le roi Lycan regarda le nourrisson dans ses bras, et son visage, ce visage sévère et autoritaire, se brisa. C'était subtil, une fissure capillaire dans la pierre. Sa mâchoire se serra, ses narines se dilatèrent, et ses yeux d'argent s'illuminèrent de quelque chose que Séraphina, qui avait passé sa vie à cataloguer les émotions des gens qui avaient du pouvoir sur elle, reconnut immédiatement. Le chagrin. Un chagrin brut, sans défense, dévastateur. « Caspian », dit-il. Sa voix était basse, rauque, comme si le mot avait été tiré d'une profondeur que les cordes vocales humaines n'avaient jamais été conçues pour atteindre. Il prononça le nom comme les gens disent des prières, avec l'espoir désespéré que le prononcer pourrait rendre quelque chose réel. Kit, Caspian, s'immobilisa dans les bras de Séraphina. Puis il tendit une petite main vers le roi Lycan et fit un son qui n'était ni un cri, ni un rire, mais quelque chose entre les deux, un son de reconnaissance. Son nom est Caspian. La voix de Séraphina sortit comme un murmure. Le roi Lycan hocha la tête. Il n'avait pas bougé, n'avait pas tendu la main vers l'enfant, et Séraphina réalisa avec un sursaut qu'il attendait. Pas qu'il hésitait, il attendait,
Comme s'il comprenait que cette femme, saignante et pieds nus et tenant son fils, devait donner sa permission avant qu'il ne puisse toucher ce qui était à lui. Ce geste brisa quelque chose en elle. En 22 ans, personne n'avait jamais attendu sa permission pour faire quoi que ce soit. Elle tendit Kit Caspian vers son père. Le roi Lycaon prit son fils avec des mains qui tremblaient. Il berça le nourrisson contre sa poitrine nue, et Caspian pressa son visage contre le battement de cœur de son père et devint complètement, paisiblement silencieux. Le roi Lycaon ferma les yeux. Un muscle travailla dans sa mâchoire. Pendant un long moment, le seul son dans la clairière fut le vent et le rythme faible et régulier de deux cœurs apprenant à battre à nouveau à proximité l'un de l'autre. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient sur Séraphina. « Tu l'as porté, dit-il, à travers la forêt, blessé. » Son regard tomba sur ses pieds, enveloppés de soie sanglante, puis sur la coupure à sa tempe, qui sointait encore du rouge sur sa joue. « Qui t'a fait ça? » « Tout le monde, dit-elle, et fut surprise de n'entendre aucun apitoiement dans sa voix. C'était simplement un fait. Son expression changea. Le chagrin ne partit pas. Il se superposa, aggravé par quelque chose de plus dur, de plus froid. « Raconte-moi, dit-il. » Alors elle le lui raconta. Elle lui parla de la meute d'Ashwood, de l'Alpha Dominic, de la louve solitaire qui avait traversé la frontière en titubant, portant un nourrisson, et qui était morte avant d'avoir pu parler. Elle lui parla du rejet, de la rupture formelle et publique de son lien de meute, et de la façon dont Dominic avait placé son propre fils dans ses bras comme des ordures à trier pour être jetées. Elle lui parla du stigmate d'être sans loup, des quartiers des serviteurs, de 22 ans à s'entendre dire qu'elle était moins que rien. Elle lui parla de la pièce. À cela, les yeux du roi Lycaon s'aiguisèrent. « Montre-moi. » Séraphina fouilla dans sa poche et sortit la pièce d'argent. Elle brillait faiblement dans la faible lumière, son croissant de lune et sa couronne d'épines captant le gris. Le roi Lycaon la fixa. Puis il la regarda, pas ses blessures, pas ses vêtements en lambeaux, mais elle en elle, avec tout le poids non filtré de ses yeux d'argent. « Cette pièce, dit-il doucement, appartenait à ma mère. Elle l'a donnée à la femme en qui j'avais confiance pour mettre Caspian en sécurité lorsque notre forteresse a été attaquée. » Il marqua une pause. « La femme qui est morte sur le territoire d'Ashwood. »« La louve solitaire, » souffla Séraphina. Son nom était Marin. Elle n'était pas une solitaire. Elle était la gardienne de mon fils. Sa voix était contrôlée, mais sous le contrôle, quelque chose d'énorme bougeait, un déplacement tectonique de rage et de chagrin qui rendait l'air lourd. Elle a été empoisonnée avec des flèches à pointe d'argent, des armes forgées par les Lycaons retournées contre nous. Qui a attaqué votre forteresse? Le roi Lycaon regarda vers le nord, vers les montagnes qui marquaient la limite de son territoire. Quelqu'un qui voulait la mort de mon fils et la fin de ma lignée. Sa mâchoire se crispa. Quelqu'un qui a des alliés dans chaque meute frontalière entre ici et la capitale. Il se retourna vers Séraphina, y compris Ashwood. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Séraphina pensa à Dominic, à son geste dédaigneux, à son insistance sur le fait que le nourrisson était un bâtard, une nuisance, un problème à écarter. Le savait-il? Savait-il de qui il jetait l'enfant? Il a appelé Caspian un bâtard de Lycaon, dit-elle. Il savait. Il en savait assez. La voix du roi Lycaon était devenue calme d'une manière bien plus effrayante que des cris. Et il t'a envoyé dans la nature pour mourir avec mon fils, espérant que le froid ou les solitaires finiraient le travail que ses alliés avaient commencé. Séraphina vacilla. La perte de sang, le froid, la faim, tout cela la rattrapait, tirant sur sa conscience avec des doigts insistants. Le roi Lycaon attrapa son bras avant qu'elle ne tombe, sa prise chaude et incroyablement douce pour une main qui pouvait écraser la pierre. « Je vais t'emmener sur mon territoire, dit-il. Vous deux, peux-tu marcher? Je marche depuis 12 heures sur des pieds en sang, à travers une forêt gelée en portant votre fils, dit-elle. Je peux marcher. Quelque chose vacilla sur son visage, pas tout à fait un sourire. Son chagrin était trop frais pour ça, mais une reconnaissance, la reconnaissance de quelque chose en elle, qui allait au-delà de sans loup ou sans meute ou de toutes les étiquettes que le monde lui avait collées sur la peau. Mon nom est Kyle, dit-il. Kyle de Vos,
roi des Lycanes du Nord. Séraphina. Elle n'avait pas de nom de famille. Les servantes sans loup n'en recevaient pas. Séraphina, répéta-t-il, et la façon dont il le dit, avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de fragile, lui fit penser qu'il était la première personne à avoir jamais prononcé son nom sans y attacher un qualificatif. Pas Séraphina la sans-loup, pas Séraphina la servante, juste Séraphina. Il se retransforma en loup, s'abaissa au sol et attendit. Le message était clair. Monte. Elle portait son fils. Il la porterait. Elle n'hésita qu'un instant. Puis elle grimpa sur le dos du roi Lycon, pressa Caspian entre son corps et sa fourrure chaude et s'accrocha. Il courut vers le nord, et la forêt devint floue autour d'eux, et pour la première fois en 22 ans, Séraphina se déplaçait vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. La forteresse des Lycanes du Nord était taillée dans la roche vivante des montagnes d'Ashenmere. Séraphina la vit d'abord comme une silhouette se découpant sur le crépuscule. Des murs de pierre massifs qui sortaient de la falaise comme si la montagne elle-même avait décidé de construire une forteresse. Des torches bordaient les parapets, leurs flammes d'un bleu profond et inhabituel. Elle apprendrait plus tard qu'elle brûlait d'un feu forgé par les Lycanes, visible uniquement pour ceux qui portaient du sang de métamorphe. Elle pouvait les voir, chaque flamme. La pensée atterrit doucement, mise de côté pour un examen ultérieur. Il y avait des préoccupations plus immédiates, comme les 200 guerriers Lycans alignés à l'approche de la porte principale. Tous en demi-transformation, tous rayonnant le genre de pouvoir contrôlé qui faisait passer les meilleurs combattants d'Ashwood pour des chiots jouant à la guerre. Kyle se transforma à la porte, et une énorme cape doublée de fourrure fut immédiatement drapée sur ses épaules par une femme aux cheveux gris qui se déplaçait avec l'autorité efficace de quelqu'un qui gérait des rois Lycans depuis avant la naissance de celui-ci. Les yeux perçants de la femme balayèrent Séraphina. Ses pieds ensanglantés, ses vêtements déchirés, le nourrisson pressé contre sa poitrine, et son expression passa de l'évaluation à quelque chose de plus chaleureux. Guérisseur, dit la femme à personne en particulier, et 3 personnes se matérialisaient de l'ombre, portant déjà des fournitures. Elspeth. La voix de Kyle arrêta la femme aux cheveux gris en pleine course. Caspian est en vie. Elspeth se tourna. Elle regarda le nourrisson. Son sang-froid, forgé dans le fer et des décennies de pratique, se fissura une seule fois, un unique tremblement de sa lèvre inférieure avant qu'elle ne le reconstruise. « Je le vois, » dit-elle, et sa voix était épaisse. « Et qui l'a ramené à la maison? » Elle. Tous les yeux dans la cour se tournèrent vers Séraphina. Elle n'avait jamais aimé être regardée. À Ashwood, l'attention signifiait la punition. Une tâche non terminée assez vite, un regard tenu trop longtemps, une offense imaginaire qui nécessitait une correction. Elle se prépara au mépris qu'elle savait imminent. Sans loup, il le sentirait sur elle, l'absence, le vide où un loup devrait être. Mais le mépris ne vint pas. Au lieu de cela, les guerriers Lycans la regardèrent comme des soldats regardent un médecin qui a transporté un camarade blessé à travers un champ de bataille. Avec un respect qui transcendait le rang, l'espèce ou les hiérarchies invisibles du monde des métamorphes. « Faites-la entrer, » dit Kael. « Maintenant. » Les guérisseurs descendirent. Ils étaient doux, étonnamment doux, avec des mains qui se déplaçaient comme de l'eau sur ses blessures, nettoyant et bandant avec une expertise qui faisait paraître les médecins. Médecins de meurtre aux mains rugueuses d'Ashwood médiévaux. Ils enveloppèrent ses pieds dans des cataplasmes qui sentaient le pain et quelque chose de plus profond, de plus ancien qui picotait contre sa peau abîmée et faisait reculer la douleur comme une marée se retirant du rivage. Ils nettoyèrent la coupure sur sa tempe, appliquèrent une pommade qui brûlait froid et la couvrirent d'un pansement si fin qu'elle pouvait à peine le sentir. Pendant tout ce temps, elle tenait Caspian. Les guérisseurs ne lui demandèrent pas de le leur donner. Ils travaillèrent autour du nourrisson comme si sa présence dans ses bras était un fait médical dont ils avaient déjà tenu compte, comme une attelle qui ne pouvait être retirée sans causer un plus grand mal. Caspian dormit à travers tout cela, sa prise de pièces d'argent toujours serrée sur le col de sa tunique. Kael observait de l'autre côté de la chambre de pierre. Il s'était habillé de cuir et de laine sombre, simple mais clairement fait pour la carrure d'un roi, et son expression était illisible. Mais ses yeux suivaient chaque mouvement des mains des guérisseurs sur la peau de Séraphina,
Et quand l'un d'eux appuya trop fort sur la coupure et qu'elle grimaça, sa mâchoire se crispa. Alpha Dominic de la meute d'Ashwood. Il parlait à Elspeth, mais son regard ne quittait pas Seraphina. Que savons-nous de ces alliances? Elspeth consulta un registre relié en cuir qu'elle sortit des plis de sa cape. Meute mineure, frontière sud-est, historiquement neutre. Mais au cours des 6 derniers mois, il a reçu des livraisons du syndicat de Blackmere. Argent, armes et quelque chose que nos éclaireurs frontaliers n'ont pas pu identifier. Le syndicat, la voix de Kael était plate. Le même syndicat qui a fourni les armes utilisées pour attaquer notre forteresse. Oui. Silence, le genre qui précède les tremblements de terre. Il savait, dit Seraphina doucement. Tout le monde la regarda. Dominic, il savait qui était Caspian. Il l'a appelé un bâtard de Lycaon, pas l'orphelin d'une solitaire. Il connaissait la lignée et il m'a rejeté, m'a expulsé de la meute avec Caspian, parce qu'il voulait que nous disparaissions tous les deux. Déni plausible, murmura Elspeth. Si l'enfant meurt d'exposition ou des solitaires, c'est une tragédie, pas un assassinat. Dominic garde les mains propres. Kael était très immobile. C'était l'immobilité des eaux profondes avant qu'un courant ne change, le genre d'immobilité qui contient plus d'énergie potentielle que n'importe quel mouvement ne pourrait exprimer. Il a parié la vie de mon fils sur l'hypothèse qu'une femme sans loup ne pourrait pas survivre à la forêt. Oui, dit Seraphina, il avait tort. Oui. Kael traversa la chambre et s'agenouilla devant elle, le roi Lycaon à genoux, levant les yeux vers une femme sans loup tenant son fils. C'était une image qui aurait été impensable dans n'importe quelle meute qu'elle avait jamais connue. Une démonstration de déférence si brute que les guérisseurs détournèrent les yeux, sentant quelque chose de privé. Seraphina. Sa voix était basse, destinée uniquement à elle. Je te dois une dette que je ne peux pas rembourser. Tu as sauvé la seule chose dans ce monde sans laquelle je ne peux pas vivre. Quoi que tu veuilles, un territoire, une protection, un foyer, c'est à toi. Elle baissa les yeux sur Caspian, dormant toujours contre sa poitrine. Elle regarda la pièce d'argent dans sa poche, chaude comme un battement de cœur. Elle regarda Kael, dont les yeux d'argent brillaient d'une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle pouvait sentir. Une attraction, une résonance, quelque chose de vaste qui s'agitait aux confins de sa perception. « Je veux rester, » dit-elle, « avec lui. » Elle parlait de Caspian. Elle était presque sûre qu'elle parlait de Caspian. Kael hocha la tête une fois. « Alors tu restes. » Il se leva, et alors qu'il se tournait pour s'adresser à Elspeth au sujet de la confrontation à venir avec la meute d'Ashwood, sa main effleura l'épaule de Seraphina, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel. Mais ce n'était pas le cas. Et au plus profond de la partie la plus ancienne d'elle-même, la partie qui n'avait pas de loup, mais qui avait autre chose, quelque chose de non nommé et en attente, Seraphina sentit le premier frémissement d'un lien qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir. Dominic n'est pas venu à la forteresse du Nord. La forteresse du Nord est venue à Dominic. 3 jours après l'arrivée de Seraphina sur le territoire de Kael, un convoi de guerriers Lycaons descendit sur la frontière d'Ashwood comme un front d'orage dévalant les montagnes. Ils n'attaquèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils apparurent simplement, 200 hommes forts, en formation de combat complète, chacun rayonnant le genre de pouvoir qui fit tomber les loups de la patrouille frontalière sur le ventre sans qu'un seul ordre ne soit donné. Kael chevauchait en tête de la formation, et Seraphina chevauchait à ses côtés. Elle se reconnaissait à peine. Les guérisseurs avaient fait plus que soigner ses blessures. Ils l'avaient nourri, vêtu, l'avaient laissé dormir pendant 18 heures dans un lit avec de vrais draps pendant que Caspian faisait la sieste dans un berceau en pin sculpté à côté d'elle. Elle portait maintenant des cuirs de Lycaon, sombres et souples, et des bottes, de vraies bottes, doublées de fourrure, ajustées à ses pieds comme si elles avaient été faites pour elle. La coupure sur sa tempe s'était refermée en une fine ligne rouge, et ses cheveux, lavés et démêlés pour la première fois de mémoire, tombaient en vagues sombres au-delà de ses épaules. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place à côté d'un roi. La pensée était désorientante. Caspian était avec Elspeth à la forteresse, la première fois que Seraphina était séparée de lui depuis la cour, et l'absence lui faisait mal comme un membre fantôme. Mais Kael lui avait demandé de venir,
et la façon dont il l'avait demandé, sans commander, sans ordonner, mais en la regardant avec ses yeux d'argent et en disant « Je veux que tu sois là quand il verra ce qu'il a fait », avait rendu le refus impossible. Le camp de la meute d'Ashwood semblait plus petit que dans ses souvenirs, plus mesquin. La cour de pierre où elle avait été rejetée était fissurée et mal entretenue. Le foyer de cérémonie froid et plein de cendres. Les structures en bois étaient déformées, les terrains d'entraînement boueux et négligés. Elle avait passé 22 ans ici, et maintenant, en le voyant avec des yeux différents, elle réalisait que ça avait toujours été un royaume de prétention, construit sur une fondation de pourriture. Dominic les rencontra dans la cour. Il était en tenue d'alpha complète, armure de cuir, gantelets cloutés d'argent, une épée de cérémonie à sa hanche qui n'avait jamais vu le combat. Luna Vivian se tenait derrière lui et pour la première fois, Seraphina vit la peur sur le visage parfaitement composé de la femme. La meute s'était rassemblée derrière leur alpha, mais la formation était dépenaillée, incertaine. Ils pouvaient sentir la présence Lycan comme un changement de pression atmosphérique, un poids qui pesait sur leur loup et murmurait un seul mot, « céder ». Kyle descendit de cheval. Il n'était pas en tenue d'apparat. Il portait de simples vêtements de voyage, ses cheveux lâches, son expression calme. Il ne portait aucune arme. Il n'en avait pas besoin. Alpha Dominic. Sa voix traversa la cour sans effort, portant la résonance que Seraphina avait sentie dans la forêt. Le son des montagnes qui parlent. Vous avez quelque chose qui m'appartient. La mâchoire de Dominic travailla. Je ne sais pas de quoi vous... Il y a 3 semaines, une louve nommée Maren a traversé votre territoire en portant mon fils. Elle a été mortellement blessée par des armes forgées par les Lycans fournies par le syndicat de Blackmere, le même syndicat qui expédie des armes à votre camp depuis 6 mois. La voix de Kael ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Maren est morte sur vos terres. Vous avez pris mon fils, identifié sa lignée, et au lieu de me contacter, vous l'avez expulsé dans la nature avec une femme sans loup que vous aviez l'intention de faire servir de linceul. La cour était silencieuse. 300 loups se tenaient figés, leurs yeux écarquillés, leur corps bloqué dans la paralysie de la proie, des animaux qui viennent de réaliser que l'ombre au-dessus n'est pas un nuage. Dominic essaya de convoquer son autorité d'alpha. Seraphina pouvait le voir la chercher. La posture, la voix, la projection de dominance qui avait maintenu toute une meute soumise pendant une décennie. L'enfant n'était pas réclamé. Je n'avais aucune obligation. Vous aviez toutes les obligations. Kyle fit un pas en avant et Dominic fit un pas en arrière. Loi de la meute, article 7. Tout nourrisson de sang noble métamorphe trouvé sur le territoire d'une meute doit être signalé au siège le plus proche de cette maison noble dans les 48 heures. Vous ne l'avez pas signalé. Vous l'avez jeté. C'était celui d'une solitaire. Son nom est Caspian Vas, prince héritier des Lycans du Nord, et vous le saviez. Les mots frappèrent dans la cour comme une détonation. Prince héritier. Le nourrisson que Dominic avait rejeté comme un bâtard, enveloppé dans de la soie d'autel et poussé dans les bras d'une servante, était l'héritier du territoire Lycan le plus puissant du monde. Le visage de Dominic devint blanc. Kyle se tourna vers Seraphina. Devant 300 loups d'Ashwood, dans la même cour où elle avait été humiliée et chassée, il lui tendit la main. Elle la prit. Cette femme, dit Kyle, et sa voix parvint à chaque oreille, chaque loup, chaque coin du camp, a marché pieds nus à travers une forêt gelée pendant 12 heures. Elle a combattu des solitaires. Elle a saigné, elle a eu faim, elle a gardé mon fils en vie alors que toutes les puissances de ce territoire étaient conçues pour les tuer tous les deux. Il marqua une pause. Et elle l'a fait sans loup. Il regarda Dominic. Dites-moi, Alpha, qu'avez-vous fait avec votre loup, votre meute, votre pouvoir? Ses yeux d'argent brûlaient. Vous les avez utilisés pour jeter les 2 seules personnes sur ce territoire qui valaient plus que tout ce que vous avez construit. Dominic ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Je prends la garde formelle de Seraphina sous la loi de protection Lycan, continua Kyle. Elle est sous mon bouclier, sur mon territoire, et tout acte contre elle est un acte contre la couronne Lycan du Nord. Il regarda Luna Vivian, qui tremblait. Je dépose également une contestation formelle contre le statut d'alpha de la meute d'Ashwood pour motif de conspiration, violation de la loi de la meute et tentative de régicide.
Sa voix tomba à un murmure à peine audible, mais qui porta. Vous avez essayé de tuer mon fils, Dominique. Le conseil Lycan en entendra parler, et ils sont bien moins patients que moi. Les jambes de Dominique fléchirent, pas à cause d'un commandement de Lycan, mais à cause du poids écrasant de la compréhension de ce qu'il avait fait et de ce que cela allait lui coûter. Serafina se tenait dans la cour où elle avait été rejetée, vêtue de cuir Lycan, tenant la main d'un roi, et sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant dans cet endroit. Grande, elle se sentait grande. Le jugement du conseil Lycan fut rapide. En une semaine, Dominique fut dépouillé de son titre d'alpha, ses biens saisis, son territoire placé sous la tutelle d'un chef de meute neutre de l'Ouest. Luna Vivian, qui avait été complice de la dissimulation de l'identité de Caspian, fut exilée. Le réseau du syndicat de Blackmere fut démantelé pièce par pièce, leur cache d'armes détruite, leur chef traduit devant le conseil pour répondre de l'attaque contre la forteresse Lycan. Serafina ne regarda rien de tout cela. Elle était trop occupée à apprendre à vivre. La forteresse du Nord ne ressemblait en rien à Ashwood. Là où Ashwood avait été rigide, hiérarchique et cruel, le territoire de Kael fonctionnait sur un principe que Serafina n'avait jamais rencontré. La compétence importait plus que la lignée, et la gentillesse n'était pas considérée comme une faiblesse. Les guerriers Lycans, qui avaient terrifié la patrouille de frontalière d'Ashwood, passaient leurs heures de repos à apprendre aux enfants à pister, à réparer les clôtures pour les personnes âgées et à débattre passionnément de la meilleure façon d'assaisonner le ragoût de venaison. Ils traitaient Serafina avec une chaleur qui la déstabilisa pendant des semaines. Non pas parce qu'elle était l'invitée de Kael, mais parce qu'elle l'avait mérité. L'histoire de son voyage à travers la forêt s'était répandue dans la forteresse comme une traînée de poudre, gagnant en détails et en admiration à chaque récit. Elle était la femme sans loup qui avait porté le prince héritier à travers la glace, les solitaires et la quasi-mort. Elle était, à leurs yeux, une guerrière à part entière, qu'elle puisse se transformer ou non. Cela la terrifiait. Elle comprenait le mépris. Le mépris était prévisible, un cadre dans lequel elle pouvait naviguer avec les yeux baissés et un silence prudent. Le respect était un paysage étranger sans carte, et elle attendait toujours qu'on le lui reprenne, que quelqu'un se souvienne qu'elle était sans loup et ajoute son opinion en conséquence. Personne ne le fit. Caspian prospérait. Dans la sécurité de la forteresse, entouré de l'énergie lycaine qui était de son droit de naissance, il grandissait à une vitesse qui surprenait même les guérisseurs. À 2 semaines, il tenait déjà sa tête droite, suivait les mouvements avec ses yeux de mercure et produisait des sons qui ressemblaient moins à du babillage de nourrisson qu'aux premières tentatives maladroites de communication. Il préférait toujours les bras de Serafina à ceux de n'importe qui d'autre, même ceux de Kael. « Il te connaît, dit Kael un soir. « Ya, ouais. » Regardant Serafina bercer Caspian près de l'âtre dans les appartements privés du roi, on lui avait donné ses propres chambres, spacieuses, chaudes, avec une vue sur le col de montagne. Mais elle passait la plupart des soirées ici parce que Caspian s'agitait quand elle partait et parce que Kael lui avait demandé de rester. Tu as été sa première sécurité. Son corps s'en souvient. Il devrait te préférer, dit Serafina. Tu es son père. Il me préfère. Il te préfère juste plus. La bouche de Kael tressaillit. Pas un vrai sourire, mais presque. C'était un homme qui rationnait ses sourires, et Serafina avait appris à lire les quasi-versions. J'essaie de ne pas être jaloux d'un nourrisson. Elle le regarda. À la lumière du feu, la sévérité de son visage s'adoucissait, et elle pouvait voir l'épuisement sous le sang-froid du roi. Les semaines de chasse, de terreur, de ne pas savoir si son fils était vivant ou mort. Il le portait comme elle portait le stigmate d'être sans loup, au plus profond de lui, là où cela façonnait tout, mais ne se montrait que dans les moments de relâchement. « Tu as le droit de te reposer, dit-elle. Tu l'as trouvé. Il est en sécurité. » Kael regarda le feu. Quand la forteresse a été attaquée, j'étais dans les territoires du Nord pour négocier un traité frontalier. Le temps que je revienne, Marin était parti avec Caspian, et la piste était froide de 3 jours. Il marqua une pause. Je les ai suivis vers le sud. J'ai trouvé le corps de Marin à la frontière d'Ashwood, mais Caspian était déjà à l'intérieur du camp de la meute. Je ne pouvais pas franchir leurs murs sans déclencher une guerre. Alors tu as attendu.
J'ai tourné en rond pendant des jours. J'ai laissé des traces. J'ai laissé tomber la pièce en espérant... Il s'arrêta. En espérant que quiconque portait mon fils pourrait la trouver et la suivre vers le nord. Tu as laissé des miettes de pain, dit doucement Séraphina. Pour moi, pour quiconque en avait le courage de les suivre. Le feu crépita. Caspian murmura dans son sommeil. Kael, elle prononça son nom avec précaution, testant son poids. La pièce. Quand je l'ai ramassée, elle était chaude. Kit, Caspian, l'a reconnue, et le feu Lycan sur vos murs, je peux le voir. Le guérisseur a dit que seul le sang de métamorphe peut le voir. Kael resta silencieux pendant un long moment. Séraphina, que sais-tu de tes parents? Rien. J'ai été trouvé à la frontière d'Ashwood quand j'étais un nourrisson. La meute m'a recueilli comme servante parce que je n'ai jamais développé de loup. Jamais développé de loup, répéta Kael. Il se pencha en avant. Ou jamais eu de loup à développer. Il y a une différence. Elle fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Dans les anciennes lignées, les plus anciennes, celles qui précèdent le système des meutes, le loup ne se manifeste pas toujours comme les métamorphes modernes s'y attendent. Parfois, il dort pendant des décennies, attendant un déclencheur qui pourrait ne jamais venir. Il soutint son regard. Ma grand-mère était sans loup jusqu'à ses 32 ans. Elle ne pouvait pas se transformer, ne pouvait pas entendre le lien de la meute, ne pouvait pas sentir un rival à un mile de distance. Tout le monde supposait qu'elle était humaine. Puis, une nuit, elle a ramassé un petit licane blessé dans la forêt et son loup s'est réveillé. Le souffle de Séraphina s'arrêta. Ce n'est pas courant, continua Kael. C'est rare, exceptionnellement rare. Un loup dormant qui attend le bon lien pour le catalyser. Il plongea la main dans sa tunique et en sortit quelque chose de petit, une pièce identique à celle qu'elle portait. Même croissant de lune, même couronne d'épines. Ma grand-mère en portait une. Ma mère portait l'autre. Les pièces répondent au sang lican et au sang ancien, très ancien. La main de Séraphina alla à sa poche. La pièce était chaude, plus chaude qu'elle ne l'avait jamais été. Elle pulsait contre ses doigts comme un second battement de cœur. « Je ne dis pas que ça arrivera, dit Kael. Je dis que ce que tu es n'est peut-être pas ce qu'on t'a dit. » Elle regarda Caspian dormir paisiblement dans ses bras. Elle pensa à la chaleur qui s'était brisée en elle quand Dominique l'avait placée pour la première fois dans ses bras. Pas le lien de compagnon, pas le lien de meute, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui attendait. La pièce vibra et au plus profond de Séraphina, dans un endroit dont elle ignorait l'existence, quelque chose remua. Pas réveillé, pas encore, mais remua comme un dormeur se tourne vers l'aube, vers la chaleur, vers le son d'une voix qui signifie la sécurité. C'était assez. Pour l'instant, c'était assez. Le printemps arriva dans les montagnes d'Ashenmere comme un secret qu'on révèle. La neige se retira par étapes lentes, révélant d'abord la roche sombre des pentes inférieures, puis les herbes dormantes, et enfin, dans une explosion de verre si soudaine qu'elle semblait être une respiration retenue qui se libère, les fleurs sauvages. Elles tapissaient la prairie sous la forteresse de vagues de violet et d'or, et l'air portait leur parfum jusqu'à la montagne comme une offrande. Séraphina se tenait sur le parapet est, Caspian en équilibre sur sa hanche, et regardait le lever du soleil peindre la vallée de nuances de rose et d'ambre. À 3 mois, Caspian était une créature différente du nouveau-né fragile et hurlant qu'elle avait porté à travers la forêt gelée. Il était maintenant robuste, les yeux vifs, avec une poigne assez forte pour tirer les cheveux et un rire qui faisait fondre les guerriers Lycans endurcis. Ses cheveux sombres avaient une poussée épais, et ses yeux d'argent, les yeux de son père, suivaient tout avec une intelligence qui était franchement troublante chez un nourrisson. Il tenait la pièce, les 2 pièces en fait, celle de son père et celle de Séraphina, serrées dans un poing potelé. Il avait commencé à les collectionner comme des talismans, et personne n'avait le cœur de les lui enlever. « Il va en avaler une, dit Elspeth derrière elle, apparaissant avec une efficacité silencieuse qui était sa marque de fabrique. La femme plus âgée portait 2 tasses de thé et une expression qui, sur n'importe qui d'autre, aurait été qualifiée de sentimentale. Sur Elspeth, cela ressemblait à un cessez-le-feu temporaire entre le sang-froid et le sentiment. « Il ne le fera pas, dit Séraphina. Il sait qu'elles sont importantes. » « Il a 3 mois. »
C'est un prince Lycan. Il savait probablement qu'elles étaient importantes avant moi. Elspeth renifla, ce qu'elle faisait de plus proche du rire, et tendit une tasse à Séraphina. Elles se tinrent et ensemble dans la lumière grandissante, regardant la vallée s'éveiller, et le silence entre elles était du genre confortable, celui qui n'existe qu'entre des personnes qui ont cessé de jouer un rôle l'une pour l'autre. Kael les trouva là une heure plus tard, revenant de la patrouille de l'aube qu'il insistait pour mener personnellement, malgré ses 200 guerriers qui pouvaient le faire pour lui. Il se transforma à la porte, cette transformation fluide et silencieuse, et monta les escaliers de pierre jusqu'au parapet dans une tunique qu'il devait avoir cachée près de l'entrée. Ses cheveux étaient décoiffés par le vent, ses joues rougies par la course, et son expression, quand il vit Séraphina et Caspian se découpant sur le lever du soleil, avait la même qualité que la lumière du printemps, chaude, hésitante, pleine d'un espoir qui n'avait pas encore tout à fait appris à se faire confiance. « La frontière est calme, dit-il. »« Elle est calme depuis un mois, répondit Elspeth. Tu n'as pas besoin de la vérifier tous les matins. J'aime être sûr. Tu aimes courir. » Elspeth lui lança un regard qui était de pure autorité maternelle, bien qu'elle soit son intendante et non sa mère. « Mange quelque chose, tu maigris. » Elle partit, emportant son thé et ses opinions avec elle. Kyle se tint à côté de Séraphina, assez près pour que son bras effleure le sien. Il faisait cela depuis des semaines, se tenant un peu plus près que nécessaire, laissant le contact accidentel s'attarder un battement de plus que l'accidentel, construisant quelque chose entre eux de la manière lente et prudente dont deux personnes profondément blessées construisant de la confiance. Aucun d'eux ne l'avait nommé. Aucun d'eux n'en avait besoin. « Caspian a encore tes pièces, observa Kael. Ce sont ses pièces maintenant. J'ai accepté cela. » Kael la regarda. Dans la lumière du matin, la sévérité de son visage avait presque entièrement disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, une douceur qu'il ne montrait qu'ici, sur ce parapet, dans ces heures d'aube sans défense avant que le monde ne réclame son roi. Séraphina. Kael. Le Conseil Lycan a officiellement reconnu Caspian comme prince héritier et héritier du territoire du Nord. Il marqua une pause. Ils ont également reconnu la dette que la couronne a envers la femme qui l'a sauvée. Je ne veux pas de récompense. Je sais, c'est pourquoi ce n'en est pas une. Il se tourna pour lui faire face complètement. Le Conseil t'a offert un poste officiel, gardienne du prince héritier. C'est un titre ancien qui n'a pas été utilisé depuis des siècles. Cela signifie que tu serais un membre permanent de la Cour Lycan avec tous les droits et protections que cela implique. Même si je suis sans loup, Kyle tendit de la main et prit la sienne. Son pouce traça le centre de sa paume, sur l'endroit où la pièce laissait toujours son empreinte chaude. Tu as porté mon fils à travers l'obscurité. Tu as saigné pour lui. Tu l'as choisi plutôt que ta propre survie, alors que toute logique disait de lâcher prise. Ses yeux d'argent étaient instables, brillants, incroyablement gentils. Loup ou pas loup, Séraphina, tu es la personne la plus féroce que j'ai jamais connue. La chaleur en elle, la chose qui s'agitait depuis des semaines, se tournant vers la lumière, changea de nouveau. Pas un loup, pas encore, mais pas rien non plus. C'était du potentiel. C'était l'espace entre ce qu'on lui avait dit qu'elle était et ce qu'elle devenait. Elle serra sa main. Caspian, sentant un moment qu'il approuvait, fourra les deux pièces dans sa bouche et sourit. « Je te l'avais dit !» cria Elspeth de quelque part à l'intérieur de la forteresse. Séraphina rit. C'était un son qu'elle reconnaissait à peine, libre, sans défense, appartenant à une version d'elle-même qu'elle commençait seulement à rencontrer. Kyle la regarda rire comme il regardait tout, attentivement, minutieusement, comme s'il la mémorisait pour un avenir qu'il commençait seulement à croire qu'il pourrait avoir. En dessous d'eux, la vallée s'étendait en vert et or, baignée dans la première vraie chaleur du printemps. Les flammes bleues des Lycans sur les murs de la forteresse vacillaient dans la brise, stables et anciennes, visibles pour quiconque avait le sang pour les voir. Séraphina pouvait toutes les voir. Elle se tenait sur le parapet de la forteresse des Lycans du Nord, tenant un prince dans un bras et la main d'un roi dans l'autre, et sentit, pour la première fois de sa vie, la forme du mot qu'elle cherchait depuis avant même d'avoir le langage pour le nommer. Foyer. Les pièces captèrent la lumière. La montagne retint son souffle et quelque part au plus profond d'elle, quelque chose qui avait dormi pendant 22 ans,
ouvrit un œil d'argent et commença lentement à se réveiller. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, si vous avez ressenti la douleur de Séraphina dans la cour, son courage dans la forêt et son triomphe tranquille sur ce parapet de montagne, alors faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton. J'aime comme Kael a frappé l'ego de Dominique. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'être sans loup ne signifie pas être sans valeur. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre, parce que le loup de Séraphina est en train de se réveiller, et croyez-moi, vous voulez être là quand elle se transformera pour la première fois. Laissez un commentaire. Quel a été le moment qui vous a le plus touché? Le rejet? La pièce? Ce dernier lever de soleil? Je veux le savoir. On se retrouve au prochain chapitre.